Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Mabinge Ngom, 66 ans. Il était pendant des années à la tête de nombreuses institutions des Nations Unies. 20 ans aux Nations Unies, 7 ans à New York, 7 ans et demi à Dakar comme directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et Centre. Et aujourd'hui, il est ambassadeur, ce qu'on appelle Global Peace Ambassador. Bonjour Mabinge. Bonjour Hichem. D'abord, qu'est-ce qui explique que vous repreniez du service à travers cette fonction Global Peace Ambassador, qui veut dire quoi? Oui, je dirais merci d'abord. Ensuite, mon engagement au niveau de Global Peace Education Network est principalement lié à l'état de la paix dans le monde. Si vous voyez un peu le rapport de l'Institut pour l'économie et la paix, rapport 2023, rapport 2024, montre un peu que depuis la création de l'indice sur la paix dans le monde, donc nous assistons en tout cas à une baisse continue de l'état de la paix dans le monde, donc depuis 2008. Donc 18 ans où nous observons une baisse de l'état de la paix dans le monde. Donc je ne pouvais pas, après ma retraite des Nations Unies, j'avais espoir en tout cas de me reposer et de consacrer un peu les prochaines étapes de ma vie à ma famille et aux choses que je n'ai pas eu l'occasion de faire des années passées. Je ne pouvais pas croiser les bras et ne pas m'engager dans cette initiative que j'ai trouvée extrêmement intéressante et qui consiste un peu à promouvoir l'éducation pour la paix, surtout au niveau des jeunes générations. Certes, c'est très important d'avoir la pédagogie de la paix, mais aujourd'hui, l'Afrique, quand on voit l'état des crises, des guerres, des conflits, on voit que c'est un continent sinistré. Qu'est-ce qui explique cette réalité et comment analyser les causes véritables? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Hichem, j'ai passé une bonne partie de ma vie en Afrique, mais également j'ai passé l'autre partie de ma vie à travers le monde. Donc en Europe, aux États-Unis, et j'ai eu quand même des fonctions qui m'ont permis d'être quand même un citoyen du monde. Et je dois avouer que la situation que je viens de décrire tout à l'heure, donc cet état, en tout cas de déclin continu de l'état de la paix dans le monde, pas seulement en Afrique, c'est partout à travers le monde. Donc c'est un phénomène qui m'a beaucoup marqué et qui m'a poussé un peu à contribuer à ce travail, qui est un travail global, pas seulement sur l'Afrique, même si l'Afrique continue quand même à être un peu l'épicentre de la fragilité, l'épicentre de beaucoup de crises, mais c'est un phénomène un peu plus étendu que ce que nous avons actuellement en Afrique. Et si vous voyez un peu, le rapport 2023 parle de quelques 19 000 milliards de dollars de pertes annuelles, donc liées un peu aux violences. Donc vous voyez donc pourquoi, pour quelqu'un, un ancien directeur des urgences des Nations Unies, un ancien directeur régional, donc qui était au Sahel, au cœur de la réponse des Nations Unies au Sahel, et ensuite mon engagement au niveau de l'Union africaine, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Voilà un peu la raison pour laquelle j'ai décidé. Ça, c'est le diagnostic et le constat, mais on a envie de connaître les véritables causes de ces problèmes. Est-ce que c'est lié d'abord à ces 54 États où il y a un véritable problème de gouvernance et très souvent, les États sont dans un état de faiblesse, si je puis dire, qui explique les fragilités qu'on observe. Non, vous avez raison. Je pense qu'il y a des problèmes de gouvernance. Bon, malgré un peu les améliorations, j'allais dire un peu mitigées dans beaucoup d'endroits, mais je dois également avouer que certains des problèmes qui sont à l'origine un peu de cette fragilité, j'allais dire un peu accentués, ne sont pas nécessairement des problèmes africano-africains. Donc nous avons donc les problèmes traditionnels, donc les défis traditionnels. Qui veut dire quoi? Donc les problèmes de voisinage, donc nous avons un peu les changements climatiques, donc dont certains viennent un peu, sont des effets collatéraux. Nous avons également les effets collatéraux de certaines crises au niveau mondial, comme la crise en Ukraine. Nous avons également
les effets continus de certaines crises comme la Covid-19 qui sont venus accentuer donc la masse de problèmes qu'il y avait dans le continent et pour lesquels, je dois avouer, nous n'avons pas toujours été capables de les contenir ou en tout cas de les arrêter. Donc je pense que c'est comme une juxtaposition de causes différentes, endogènes et exogènes qui font que la situation est en train d'exploser. Comme le traduit d'ailleurs le rapport 2024 de l'Institut pour l'économie et la paix, qui parle un peu de plus de 110 millions de personnes déplacées à travers le monde, des réfugiés et des personnes déplacées en interne, juste pour dire que l'état des lieux est assez grave. Et comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas ne pas joindre un peu ce groupe qui m'a approché et a voulu s'entourer un peu de mes conseils, de mon action pour apporter une contribution que je crois pouvoir aller très loin dans les efforts un peu de construction d'un monde meilleur pour tous. C'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez pratiqué sur le terrain, comment inverser l'équation? Est-ce que c'est une question de politique intérieure de chaque État africain ou un problème d'articulation entre ce qu'on appelle l'international et la réalité quotidienne Moi, j'aurais bien voulu que ce soit un seul type de problème. Donc, malheureusement, ce sont des problèmes croisés parce que nous avons, comme je disais tout à l'heure, des problèmes internes donc, au niveau des États. Si je prends par exemple le cas de l'Afrique, nous avons des problèmes inter-États, nous avons aussi des difficultés comme celles que vous connaissez très bien dans le Sahel central, donc, dont une partie interne, donc une partie avec les pays de la communauté de la CEDEAO et des problèmes avec d'autres pays ou d'autres groupes de pays. Donc, c'est une situation extrêmement complexe et même souvent, nous avons des problèmes qui touchent même les organisations internationales qui ont été créées pour faire face donc, à ces difficultés, pour apporter une solution, je pense, à ces problèmes et qui, par occasion, sont partie prenante du conflit. Donc, je crois que la réponse ne peut pas être donc, une réponse un peu parcellaire ou une réponse un peu qui s'attaque à un pan. Je crois qu'il y a différents angles d'attaque. Et aucun acteur à lui seul ne sera capable un peu d'apporter une réponse significative. Je pense donc qu'il faut s'attaquer au mal, donc aux différents niveaux. Et je vais d'ailleurs en profiter pour évoquer quelque chose sur laquelle nous n'avons pas fait beaucoup de progrès. Et je pense qu'il n'y a rien à cacher. Nous avons fait très peu de progrès en ce qui concerne un peu la résolution des problèmes fondamentaux. Donc les racines du mal, nous ne les avons pas touchées. Le plus souvent, nous avons observé partout dans le continent des approches parcellaires, des réponses sporadiques. Géographiquement. Oui, mais c'est dû à quoi? C'est-à-dire que les pouvoirs politiques ne font pas leur boulot? Oui, je crois que c'est un peu plus complexe, j'allais dire. Je pense que je connais des pays où il y a eu quand même des efforts significatifs. Le Nigeria. Oui. Et j'ai bonne souvenance du président Buhari créer une agence humanitaire au Nigeria et mettre $1 milliard sur la table. Mais l'ampleur des problèmes, la profondeur des problèmes qui souvent ont perduré sont tels qu'il est difficile de les régler en quelques jours, quelques semaines ou quelques années. Donc je crois que des actions, des tirs croisés, des actions multiformes qui s'attaquent un peu aux symptômes, des actions qui s'attaquent un peu à certains éléments intermédiaires, pourraient, avec des actions plus en profondeur pour s'attaquer aux causes du mal, aux causes profondes du mal, aux racines du mal, serait de nature à mieux contenir donc, ces crises continues dans lesquelles la plupart des pays de la sous-région sont impliqués. Et d'ailleurs, je lisais dans le rapport, je continue à faire référence au rapport de l'Institut sur l'économie et la paix, et j'en profite d'ailleurs pour saluer mon ami Steve Kelelea, qui a fait un travail extraordinaire, qui a été très inspiré pour financer cet institut-là, qui montre que 36 des 46 pays en Afrique au sud du Sahara ont vu l'état de leur paix se détériorer. Je pense que ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure, mais ça signale la nécessité pour la communauté internationale
de travailler la main dans la main avec les Africains, les organisations africaines, les organisations de la société civile africaine pour s'attaquer en tout cas au mal. Pourquoi cette impression chez beaucoup d'observateurs et beaucoup d'Africains que les crises humanitaires, c'est une rente des situations pour les organisations onusiennes, les ONG? Quelle est la part de réalité dans cette appréciation? Bon, je dirais, en tant qu'ancien directeur des urgences et mes rôles donc à Dakar et même à Addis, que certaines de ces préoccupations sont justes, mais je pense qu'il y en a qui sont un peu exagérées. C'est vrai que il y a des insuffisances dans les montages, il y a des insuffisances dans l'indépendance, il y a des insuffisances dans beaucoup de domaines, mais je crois qu'il y a des actes qui sont posés et qui quand même ont servi à sauver des vies, à réduire un peu l'impact de ces crises sur les populations les plus défavorisées, notamment les femmes et les jeunes et autres. Cela dit, mais ça reste le système n'est pas marginal. parfait. Il n'est pas parfait et le secrétaire général Ban Ki-moon avait lancé en 2016 une excellente conversation à Istanbul, au sommet humanitaire d'Istanbul. C'était vraiment pour mettre l'accent sur la localisation de la réponse humanitaire. Et l'Union africaine est venue avec sa position commune africaine, accélérer la mise en place de l'agence humanitaire de l'Union africaine qui a oui, fait justement, l'objet du peut-être sommet deux mots sur... de Malabo. Donc, je pense que les efforts continuent. L'agence a été officiellement créée. Les statuts ont été adoptés par les chefs d'État et de gouvernement. Et je pense qu'il y a de cela quelques mois, ils ont décidé un peu du siège donc de l'institution qui, j'espère, sera quel rôle exactement? De coordination, de mise en œuvre des stratégies, une stratégie cohérente sur ces problèmes humanitaires? Je veux dire que l'Agence humanitaire africaine va apporter une réponse stratégique additionnelle au dispositif humanitaire actuel, en matière de ressources additionnelles, en matière d'instruments additionnels, mais en matière de stratégie additionnelle, en investissant davantage en amont et en mettant en tout cas les jeunes et les femmes au cœur de la réponse. Donc je crois que, et d'ailleurs les Africains ont décidé d'ailleurs de dégager donc eux-mêmes, en tout cas des ressources initiales pour financer l'agence. Donc moi j'ai espoir que ces ressources additionnelles, ces actions additionnelles, ces stratégies additionnelles, novatrices, dans des domaines où le système international n'a pas été capable de faire des avancées, pourrait permettre un peu à l'Afrique de contenir un peu les nombreuses crises et commencer à s'attaquer aux problèmes à l'origine de la fragilité continue que nous observons dans la plupart des régions d'Afrique. Aujourd'hui, où il y a une véritable crise du multilatéralisme, est-ce que, notamment à travers l'ONU, que beaucoup voient qu'elle a des difficultés à aujourd'hui imposer sa voix, est-ce que, de par votre expérience, qu'est-ce qu'il faut réformer pour mettre en mouvement, ou plutôt, est-ce que c'est aujourd'hui dépassé et peut-être il y aurait un Big Bang pour une autre institution? Oui, donc je donnerai un avis et j'espère que mes collègues comprendront un peu l'origine un peu de ma position sur la question. C'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau du multilatéralisme, mais je pense que les difficultés au niveau des pays individuels sont de loin plus accentuées que ce qu'on appelle un peu aujourd'hui la crise du multilatéralisme. La deuxième chose que je peux dire, et c'est un exemple, j'étais à New York il y a de cela quelques semaines, à l'Assemblée générale des Nations unies, et j'ai suivi de très près donc, le processus qui a permis un peu l'adoption du pacte pour le futur, adopté la veille. Et j'étais choqué, j'étais surpris, j'étais sidéré de voir que le lendemain, immédiatement à l'ouverture un peu de l'Assemblée générale des Nations unies, la UNGA 79, nous avons vu des chefs d'État et de gouvernement défiler au niveau de la tribune et se défier les uns les autres. Donc, et ça, ce n'est pas le multilatéralisme, parce que le multilatéral a créé cette plateforme. Il y a eu une négociation, il y a eu accord sur la feuille de route pour aller vers un futur qui est meilleur. Et ce futur meilleur est fondé sur une vision extrêmement claire sur ces questions de paix, de sécurité et d'humanitaire.
Donc, si le lendemain, les mêmes États, les mêmes chefs d'État et de gouvernement qui ont adopté ce pacte pour le futur, le lendemain, reviennent sur la table. Donc, défier les uns les autres. Donc, je pense que ce n'est pas un problème du multilatéralisme, mais c'est plus un problème des États individuellement pris. C'est vrai que le multilatéral est la solution. Ce n'est pas parfait. Et je suis souvent très critique à l'égard de mes collègues, de mes anciens collègues, mais je dois avouer que les problèmes sont plus nombreux, ils sont plus graves donc, au niveau des États. Et l'état du monde, l'état du leadership mondial aujourd'hui donne en tout cas une idée de là où les problèmes se trouvent et qu'est-ce que nous devons faire pour les régler. Mais force est de constater que pourquoi l'Afrique est enfermée dans cette dépendance? Parce qu'on se pose la question. Aujourd'hui, on a 54 États, mais qu'est-ce qui empêche l'appropriation de son propre destin? Je pense que le processus est en cours. Je serai plus nuancé. Surtout après mon séjour à Addis, où j'ai passé mes journées un peu au cœur de l'institution continentale. Donc il y a une vision extraordinaire, qui a un leadership assez fort, qui a très peu de moyens. Donc les capacités de la Commission de l'Union africaine sont limitées. Donc les défis sont énormes, ils sont nombreux, ils sont multiformes. Et les moyens étant limités, mais je dois dire que la volonté de s'organiser, la volonté de s'attaquer aux fondamentaux, elle est là. Je pense que la réponse est en cours. Et je crois, j'ai vu 2 ou 3 choses qui m'ont beaucoup impressionné. Ce qu'ils appellent un peu la position commune africaine, et qui est une démarche extraordinaire. À chaque fois que les Africains ont un problème, ils s'organisent. Ça prend du temps, ce n'est pas toujours très efficace. Vous pourriez illustrer vos propos? Mais je dois vous dire, l'exemple de l'humanitaire est un bon exemple, où ils sont partis à Istanbul, donc avec une position commune africaine. Et cette position commune africaine est la position, je peux dire, la plus cohérente, la plus articulée, donc pour la résolution de ces crises. Maintenant, ça prendra du temps pour la déployer complètement, y compris l'opérationnalisation de l'agence de l'Union africaine pour l'humanitaire. Mais je crois que en tout cas, les processus sont enclenchés. Il y a un déclic. Et j'ai espoir que les choses vont s'améliorer très bientôt. C'est vrai que tout n'est pas rose. Donc, ça prendra du temps pour que ça prenne forme. Mais personnellement, je suis confiant que les actions en cours, la direction prise par l'Union africaine est la bonne direction. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'effets collatéraux donc pour lesquels les Africains sont des victimes. Je parle un peu de la crise en Ukraine. Ou même certains comportements pendant la crise Covid, pour lesquels les pays africains continuent à subir les contre-coups, malheureusement, en plus un peu de nos problèmes traditionnels, pour lesquels l'aide de la communauté internationale n'a pas toujours été aussi efficace qu'elle ne devait l'être. Donc je pense que ce sont des difficultés croisées, auxquels nous devons réfléchir, et certainement à travers des partenariats, de nouveaux types de partenariats, des partenariats tirés par les besoins des communautés, des partenariats en tout cas tournés vers la résolution des problèmes qui sont à l'origine de ces difficultés, pourraient nous aider en tout cas à avoir un avenir meilleur. Quand on a un regard avec le recul nécessaire sur la démographie en Afrique, pourquoi on agite ce discours optimiste sur le dividende démographique, alors qu'on voit qu'en Afrique, il y a le ratio entre démographie et l'état de développement du continent, il y a un fossé considérable. Pourquoi on est dans cette illusion? Je dirais que ce n'est pas une illusion, c'est plutôt un peu apprendre des leçons, des expériences des pays. Ou des régions du monde qui ont pu quand même profiter de cette extraordinaire opportunité. Mais également des pays qui sont dans ces régions où des sauts qualitatifs ont été faits, et des pays qui n'ont pas été capables de tirer profit de ces opportunités. Donc je pense notamment à des pays comme Taïwan, comme la Corée du Sud. Qui ont fait des progrès extraordinaires au moment où d'autres pays dans la même région, comme l'Inde, qui ont même réussi leur transition démographique,
mais n'ont pas suffisamment investi dans l'éducation pour élever la productivité et profiter un peu de cette manne liée à la capture de dividendes démographiques. Je pense en Afrique, nous avons cette même diversité. Certains pays, surtout en Afrique du Nord et peut-être vers l'Afrique du Sud, ont fait des sauts extraordinaires, ont fait des progrès. Par contre, d'autres pays, en raison un peu de pesanteur, en tout cas religieuse, ou d'autres types de pesanteur, continuent à traîner les pieds. Mais pourquoi c'est important, et je vais insister là-dessus, c'est que sans la transition démographique, l'Afrique va continuer à avoir des difficultés. Et les pays africains qui n'ont pas suffisamment investi dans l'accélération de cette transition démographique sont les pays aujourd'hui qui sont les plus affectés. Comme je le disais dans mon ouvrage sur démographie, paix et sécurité, où nous avons montré, je pense, un lien, une corrélation assez claire entre le croît démographique et l'occurrence de crise dans ces pays. Pour rester dans l'optimisme, c'est que peut-être il faut penser à l'Afrique des solutions. C'est que comment voyez-vous cette évolution, en tout cas cette entrée dans le cercle vertueux de développement pour que l'Afrique puisse décoller, parce que en fait c'est un continent qui a un sous-sol et un sol extrêmement riche et une population très très faible. Il y a un paradoxe très étonnant. Mais vous avez raison, Hichem. Et je crois que nous sommes maintenant dans cette ère de l'Afrique des solutions. Nous ne sommes plus dans une situation où l'Afrique et les Africains comptent sur certains pour venir un peu dire aux Africains, individuellement ou collectivement, ce qu'il faut faire. Je crois qu'il y a un vent qui souffle et qui fait que dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, nous sentons donc cette volonté de l'Africain, des Africains, je pense, à réfléchir en tout cas à des solutions concrètes aux problèmes qui les empêchent de dormir. Et les Africains veulent le faire en partenariat donc, avec toute la communauté internationale, mais je pense dans des rapports nouveaux, des rapports de partenariat nouveaux qui ne sont pas nécessairement ceux que nous avons connus il y a de cela 30, 40 ou 50 ans. Je pense que cette transition donc, est en cours et je crois que nous sommes vraiment dans cette marche vers la maturité où les Africains veulent prendre un peu leur destin en main et travailler avec la communauté internationale, avec les partenaires de tous bords. Pour être en rendez-vous avec ce futur africain, quels sont les domaines que vous voyez et qui sont véritablement les leviers pour le décollage et la réussite de l'Afrique pour sortir? Mais je dirais, nous devons investir dans les jeunes parce que c'est notre force de frappe. C'est un peu la ressource la plus disponible. C'est la ressource que nous devons en tout cas utiliser comme levier pour propulser ce continent. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé, après le sommet de Brazzaville de mars, à créer une fondation pour accompagner les jeunes Africains qui veulent investir dans l'agro-industrie. Et d'ailleurs, la fondation est maintenant opérationnelle. Donc, elle est officiellement lancée et nous sommes en train un peu de les accompagner, d'accompagner les jeunes. Donc, dans la formation, dans un peu le coaching, dans le mentoring, mais également dans l'accès à des partenariats, l'accès aux ressources financières, mais surtout la mobilisation en tout cas de cette force dormante, des retraités comme moi-même, qui se lèvent maintenant le matin pour accompagner un jeune qui veut réaliser un projet, pour l'accompagner, pour rechercher un financement ou pour le mettre en relation avec des partenaires qui peuvent l'aider un peu à trouver, en tout cas, les petites choses qui lui manquent pour aller de l'avant. Donc, je pense que c'est extrêmement important et ce sont des types d'opérations qui nous permettent un peu, en tout cas, de faire d'une pierre plusieurs coups. Peut-être deux mots sur quels sont les modèles d'inspiration sur ces 54 États où chaque pays a sa trajectoire. Est-ce que vous avez, pour terminer sur une note optimiste? Mais non. Je vais dire, comme vous le savez, je parcours un peu le continent et peut-être le monde depuis quelques années et je dois dire que dans chacun de ces 55 pays, vous allez trouver quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi je disais, lorsque les Africains s'asseyent à Addis ou quelque part dans le continent pour aborder une question, mais vous allez être surpris
vraiment de la qualité, hein, des choses extraordinaires qui se passent dans quelques pays. Et aujourd'hui, il est question que les pays africains puissent apprendre les uns des autres dans les domaines où ils font des choses extraordinaires, mais également puissent apprendre des choses que nous faisons à certains endroits et que nous devons arrêter de faire. Et ça, vraiment, ce que j'appelle un peu l'âge de la maturité, où les Africains s'asseyent, ils discutent, Oui. hein, ils tombent d'accord sur les choses qui sont bien, et ils tombent d'accord sur les choses qu'il ne faut plus faire, qu'il faut arrêter de faire, et de décider d'une position africaine et d'être alignés derrière cette position pour parler d'une voix. Et encore une fois, nous parlons de 55 pays. Je crois que c'est une force de frappe extraordinaire, en plus un peu de cette jeunesse et de nos femmes qui ont très souvent été isolées, exclues, souvent maltraitées. Oui. Lorsque nous changeons de comportement vis-à-vis de comment utiliser un peu cette jeunesse, comment déployer un peu cette manne que consistent nos femmes, je pense que l'Afrique pourra afficher des performances extraordinaires Oui. devant n'importe quel continent. Eh bien, merci Mabingue Ngom pour ces paroles d'incitation, de ferveur africaine. Et peut-être à une autre occasion, merci d'avoir été avec nous. Merci Hichem. Au revoir, à bientôt. Merci.